Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme. Aujourd'hui, on va parler de Dragonbane. Alors, Dragonbane, c'est étonnamment un vieux, mais alors un très très vieux jeu de rôle suédois, dont le titre originel était forcément imprononçable et sonnait comme une incantation maléfique, mais dont la traduction très très simple serait en fait Dragon et démon. Alors je me demande ce que donnaient les initiales. Bref, le ou les auteurs d'origine avaient fait leur jeu en se basant sur le Basic System, parce que l'un d'eux était ami avec Steve Perrin, qui à ce moment-là développait le Basic System au début des années 80 avec d'autres en extirpant ça en fait du premier RunQuest, et c'est ce qui allait donner un petit peu plus tard les premières versions de l'Appel de Cthulhu, de Stormbringer, de Hawkmoon. Et il y avait aussi une boîte, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais à l'intérieur de cette boîte il y avait Magic World, qui était une sorte de variation, d'adaptation de Donjons et Dragons au Basic System. Et Dragons et Démons étaient basés là-dessus. C'est un jeu qui ensuite a connu énormément d'éditions. Moi, il me semble avoir lu qu'il y en avait 7-8, mais dans l'intro du bouquin actuel, ils disent carrément une douzaine, en sachant qu'il y a eu des petits changements, des modifications dans le jeu, c'est-à-dire que ça gardait un peu le basic system, mais finalement ça se jouait avec un des 20, enfin ce genre de choses. Je pense que, je ne sais pas si l'éditeur d'origine existe encore, mais depuis, la licence est retombée dans les mains de Free League, qu'on connaît bien pour Alien, Blade Runner, ce genre de jeu, et pour leur système maison Mutant Year Zero. Et en fait, ils ont décidé de ressortir le jeu, de changer de titre, forcément, pour ne pas avoir de problème avec Wizard of the Coast. Donc ils l'ont appelé Dragonbane et ils l'ont exporté à l'international, et ça marche. C'est-à-dire que si vous allez sur différents forums anglo-saxons, vous allez voir beaucoup de gens qui en parlent. Et Cocorico, on a eu une traduction assez récemment par Arkane Asylum. Le jeu se présente sous un format de boîte. Moi j'ai envie de dire que c'est la version un petit peu de luxe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une boîte. À l'intérieur, vous avez le livre des règles qui est en couverture souple. Comme on peut le voir, il est assez fin. Ça fait genre 112 pages. Et accompagné d'un bouquin, en fait, qui est un livret d'aventure qui fait à peu près le même nombre de pages. Et à l'intérieur, le reste de la boîte, je vais vous montrer des images. En fait, il y a une carte d'une vallée. Il y a des pions. Il y a des socles pour les pions. Il y a un set 2D. Il y a des feuilles de personnages, des feuilles de pré-tirées. Bon, il y a plein de trucs dedans. Et c'est marrant parce que tel quel, on a l'impression que c'est une boîte d'initiation, mais non, non, non. On va dire que c'est un peu la version deluxe du jeu. C'est vraiment le jeu de rôle avec une campagne, un peu en mode sandbox, et plein de goodies. Alors, il faut savoir que j'imagine que dès que cette version sera épuisée, le jeu va ressortir en couverture dure, et j'ai vu que sur le site d'Arkane, il y a déjà un petit peu les goodies à droite et à gauche qu'on peut acheter. En parlant de goodies, j'ai oublié, il y a aussi plein de cartes. Il y a des cartes d'initiative, des cartes avec des trésors, des cartes avec des aventures, et il y a aussi des cartes d'armes improvisées. Mais ça, je vais y revenir dans les règles. Autant sauter tout de suite, non pas sur le système, mais sur le livret d'aventure. Honnêtement, je ne peux pas dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien, je vais dire que c'est distrayant. En fait, vous avez une vallée que différents peuples sont en train de reconquérir. Ils sont en train de retourner dans cette vallée parce qu'il s'est passé plein de trucs un petit peu avant, plein de mystères. Et en fait, on va être en mode sandbox, c'est-à-dire qu'il faut récupérer des objets. Et pour ces objets, il faut aller à différents endroits, mais tout est assez libre. Donc du coup, vous avez une succession d'aventures jusqu'à la résolution finale. Comme je disais, c'est distrayant, c'est-à-dire que c'est une vallée et ça fait un petit peu monde ouvert, ça va plaire autant aux vieux grognards qui ont l'habitude et qui aiment bien en fait le côté sandbox, que à ceux qui vont être initiés au jeu de rôle, parce qu'ils vont avoir un sentiment de liberté. Ça me fait penser un peu aux mines perdues Fandelver qu'il y avait, je crois que c'est ça le titre qu'il y avait dans la toute première boîte de Donjons et Dragons. À ce propos, à propos de Donjons et Dragons, autant vous le dire, le Dragonbane a été modernisé. Et c'est marrant parce qu'en fait, on va y retrouver plusieurs styles, plusieurs trucs qui ont été repris ici ou là et qui ont été mélangés. Dans d'autres jeux, la sauce prendrait pas. Là, j'avoue que ils ont pris plein de trucs et en fait, ça lui donne un caractère assez singulier. Dragonbane est assez à part. Alors, quand je dis ils ont pris plein de trucs, sachez qu'il y a dedans, même si ça se joue avec un D20, etc., il y a des réminiscences du Basic System. Alors ne fuyez pas tout de suite. Il y a
des mécaniques qui sont empruntées à Donjons et Dragons 5, il y a 2-3 idées, mais plus dans la philosophie, qui sont empruntées à l'OSR, et il y a des choses aussi qui sont empruntées au système de Mutant Year Zero. Mais, encore une fois, ne fuyez pas, si vous n'aimez aucun de ces systèmes, rassurez-vous, la mayonnaise a pris et ça donne à Dragonman un aspect complètement différent. Autant vous le dire, on est dans un univers Medfan assez classique, pour lequel il n'y a pas véritablement de background. On sait qu'il y a eu il y a longtemps des royaumes avec des dragons, il y a eu des royaumes avec des démons, ils se sont mis un petit peu sur la gueule, ça a fait des bouleversements, et aujourd'hui ces deux empires, on va dire, ces deux royaumes ont disparu, et différents peuples commencent à reconquérir, on ne sait pas vraiment dans quel monde on est, mais on a une région qui est donnée dans la boîte de base, et je sais qu'en développement il y a une ville, donc je pense que le monde va se développer au fur et à mesure. Quand je disais c'est classique, j'ai envie de vous dire, c'est du Medfan classique, et vous allez très souvent m'entendre comparer ce jeu à Donjons et Dragons 5, mais je préfère vous le dire, c'est pas Donjons et Dragons, c'est pas DD5, vraiment pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez de la low fantasy, on fait plein de classifications qui sont énervantes, mais il y a de la low fantasy, je pense forcément à l'anneau unique, donc à Tolkien, tout ça. Je pense aussi un petit peu à Warhammer, et puis vous avez de la high fantasy, là c'est DD5, c'est 13e âge, etc. Et Dragonbane, bizarrement, il est au milieu. J'ai envie d'appeler ça, je sais pas, de la middle fantasy, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que oui, la magie existe, elle est visible, mais non, vous n'allez pas pouvoir acheter d'objets magiques au marché du coin. D'ailleurs, dans le bouquin des règles, il n'y a absolument aucun objet magique. Je pense que ça viendra dans un supplément, je sais qu'il y a un supplément sur la magie qui va arriver. Tout a été illustré par la même personne, avec un nom forcément imprononçable, donc je vais prendre mon bouquin et je vais vous dire son nom, c'est-à-dire Johan Egerskrans. Ouais, c'est ça, Johan Egerskrans. Je vais vous montrer des images, c'est un super illustrateur. Je pense que c'est lui qui illustrait Weizen du même éditeur, je ne suis pas vraiment sûr, mais voilà, c'est assez singulier, ça appelle à l'aventure, et c'est aussi super trompeur. Je préfère vous le dire. Quand on voit les images, les personnages font un peu badass. Quand on voit cette image, on se dit ouais, on a ce personnage qui va sauter comme ça, on va pouvoir accomplir plein de trucs. Non, il y a le jeu, il y a une sorte de dangerosité qui est assez extrême. C'est pas toujours facile de réussir, mais on va y revenir. Donc ne vous fiez pas un petit peu à ça. Les personnages peuvent être badass, mais ça va pas être facile d'accomplir des trucs. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un jeu d'aventure. Vos personnages vont souffrir. Ça va être héroïque, mais ça va pas être épique, vraiment dans le sens high fantasy de Donjons et Dragons 5. C'est un jeu avec des peuples assez communs, humains, nains, elfes, halflings, et puis à ça, il y a deux peuples qui ont été rajoutés, c'est-à-dire les lupins, qui sont en fait des hommes-loups, et ce que vous avez vu là sur la couverture, c'est les colverts, c'est des hommes canards, qui existaient déjà depuis la première édition, preuve qu'il en est que les auteurs d'origine ont pompé sur le Basic System et en fait ont pompé sur RunQuest, sur les canards de RunQuest. Le jeu se joue avec un des 20 et c'est très simple, vous avez en fait des caractéristiques assez communes qui sont sur 20. Vous avez une trentaine de compétences à côté. Alors, ces compétences, rassurez-vous, quand je dis il y en a une trentaine, vous en avez pas mal qui regroupent en fait plein de choses, elles sont assez généralistes. C'est juste qu'il y a des compétences pour les styles d'armes qui sont assez nombreuses. Donc voilà, c'est pour ça que ça en fait 30. Mais quand on regarde sur la feuille, c'est très très simple en fait de lire et de s'y retrouver. Donc ces compétences, elles dépendent des caractéristiques. Et grâce à un petit tableau, vous allez voir que si vous avez... je ne sais pas, si vous avez 12 dans une caractéristique, ça va vous donner un bonus de base très simple, qui lui aussi est sur 20, ça va vous donner un bonus de 5. Alors, et chaque compétence a ce bonus voilà, par rapport à une caractéristique. Alors, comme vous pouvez le voir, si votre caractéristique n'est pas élevée, votre bonus il va être assez petit. Et il faut savoir que pour réussir un jet, il faut faire avec un D20 le plus petit score, il faut faire en dessous. Alors, quand vous avez une compétence qui est autour de 5-6, c'est assez dur. Mais je vais y revenir. La création de personnages, en fait, c'est comme dans DD5, c'est-à-dire que vous lancez 4D6, vous retirez le plus faible, ça vous donne vos caractéristiques. À ce moment-là, vous remplissez sur votre feuille de personnage les compétences, les valeurs de compétences, et vous allez choisir non pas une classe de personnage, parce qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de niveau, non, vous allez choisir ce qu'on appelle une profession,
c'est quand même une classe de personnage, hein. Elles sont au nombre de 10, ça va du guerrier au chevalier, au moine, au barde, au magicien, au marin, etc., etc. Et chacune de ces professions va vous donner une liste de compétences qui sont en rapport avec cette profession. Et en fait, cette liste de compétences, bah, les valeurs de base, vous allez en fait les doubler. Donc, ce qui vous donnait 5, par exemple, en épée, si vous vous retrouvez être un guerrier ou un chevalier, bah, ça va vous donner 10, etc. etc. En plus, chaque profession va vous donner ce qu'on appelle une capacité héroïque. Alors, une capacité héroïque, finalement, c'est comme un don. Voilà, les feats de Donjons et Dragons 5. Et vous allez en choisir plusieurs, ça va vous permettre un peu de modéliser comme ça votre personnage pour que en fait deux guerriers soient peut-être un peu différents des uns des autres. Le combat est assez rapide à partir du moment où on réussit les jets quand même, et il emprunte beaucoup au système de Mutant Year Zero, c'est-à-dire que en gros vous allez avoir des cartes d'initiative, donc vous tirez une carte et ça va vous donner un nombre, voilà, entre 1 et 10. Et je crois que le plus petit score, c'est celui qui va agir en premier. On a le droit à une seule action. Donc en fait, il va y avoir toute une gestion et une réflexion sur ce qu'on va faire pendant l'action. Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'on va en fait éviter le coup, etc. Et sachez que chaque créature, surtout les gros monstres, si vous avez lu Alien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont toujours toucher les PJ. Et leur attaque, en fait, c'est un tableau pour lequel le MJ lance juste un dé et ça vous indique quel type d'attaque, avec quel type d'attaque, pardon, il va toucher le PJ. Sachez aussi que les créatures sont divisées en deux. Vous avez les monstres et puis vous avez certaines créatures qui sont appelées non-monstres. Je pense aux gobelins, aux orques, et eux, ça va être un combat normal, c'est-à-dire que le MJ va lancer un des 20, va devoir faire le plus petit score, ensuite les dégâts, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que en fait, les monstres, on ne peut pas faire de parade avec une arme, on peut juste éviter leur attaque. Par contre, les non-monstres, les gobelins, les orques, on peut faire des parades. Donc en fait, on a un peu plus d'options pour pouvoir leur résister. Vous avez des points de santé et vous avez aussi des points de volonté qui vont vous servir parfois pour comment dire, activer parfois soit une capacité de votre pub, soit une capacité héroïque, et qui vont aussi servir, entre guillemets, de points de mana pour la magie. Alors la magie, elle est pareil, elle est très simple, vous avez un choix de sorts, ils sont assez communs. Il y a une liste qui est assez bien, je pense que il y a, dans le futur bouquin de magie, je pense qu'il y aura une liste avec un peu plus de sorts, avec peut-être des règles un peu différentes, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas comme Donjons et Dragons, vous n'avez pas en fait à mémoriser un sort et puis après il va être oublié. Non, non, vous pouvez le lancer plusieurs fois et puis en fait, il faut dépenser en fait des points de mana par rapport à sa puissance, etc., etc. Donc voilà, c'est assez simple. Et justement, le Dragonman, c'est assez simple, c'est-à-dire que les personnages sont créés très facilement et très rapidement. Les combats tournent bien, mais peuvent être aussi très meurtriers. Et je dois vous avouer qu'à la première lecture de Dragonbane, j'ai lu un petit peu en diagonale et j'ai été très déçu. Je me suis dit, mais à quoi ça sert ce jeu? Ça n'apporte rien. Son game design, ouais, bon, ok, par rapport à d'autres jeux, il n'y a pas grand-chose. Et c'est absolument vrai. Mais c'est pas une critique négative. C'est-à-dire que il y a quand même des choses qui sont bien faits, qui sont bien écrits, etc. C'est aussi un jeu avec des défauts. Et surtout, la question aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu fait le système, c'est en fait, on va essayer de répondre à une simple question, c'est à qui s'adresse ce jeu? Alors, sachez que, comme je disais, il y a des réminiscences un petit peu du basic system, c'est-à-dire que effectivement, parfois, pour accomplir un jet, c'est pas toujours très très facile. Mais c'est là où il faut vraiment bien lire le jeu parce que moi j'ai un peu sauté des chapitres. Je me suis dit bon ok, il y a une petite règle, je vais y revenir sur les avantages des avantages qui est emprunté à Donjons et Dragons 5. Ok, moi je la connais donc j'ai pas besoin de la lire. Il y a un petit truc OCR là, bon j'ai pas besoin de le lire, je connais l'OSR pardon. L'équipement, bon bah je vais un peu le jeter, je vais un peu le regarder de côté. Bon voilà, on verra plus tard. Non, en fait, faut vraiment, ça ne fait que 110 pages, faut vraiment lire le jeu en entier, parce qu'en fait, il est bourré de surprises. En premier lieu, bah, il y a cette petite pensée philosophique OSR, c'est-à-dire qu'en gros, bah ouais, quand vous allez... ça ne sert à rien de faire un jet pour tout et n'importe quoi. En majeure partie, vos personnages vont réussir leur jet. On dit ça comme ça. C'est juste que dans une période de stress, ça vaut le coup de lancer les dés. Sinon, faut pas les lancer. Quand vous échouez,
ça ne veut pas forcément dire que obligatoirement c'est un échec. Non, ça peut être une réussite avec un mais. Il donne l'exemple en fait d'un crochetage de serrure. Vous échouez à la compétence crochetage, mais pour les besoins de l'histoire, il faut quand même un petit peu avancer. Non, vous arrivez à crocheter la porte. C'est juste que votre équipement de crochetage, tout d'un coup, est cassé et il est donc inutilisable pour la suite. Mais vous allez quand même pouvoir entrer. Il y a donc, je disais, les avantages et les désavantages. Alors on connaît bien dans Donjons et Dragons, quand vous avez plusieurs avantages et un seul désavantage, tout s'annule, ok? Il ne se cumule pas. Là, c'est différent. Là, il s'appelle les faveurs et les fléaux. Et il faut savoir qu'ils s'annulent, forcément, mais ils se cumulent. Donc, si vous avez deux faveurs et un seul fléau, il y a une faveur et un fléau disparaissent, mais il reste quand même une faveur. Donc, vous allez lancer 2 d 20 et il faudra faire le plus petit score et garder en tout cas garder le plus petit score. Il faut bien lire aussi l'équipement, c'est super important l'équipement. On se dit une corde c'est une corde, une nuit à l'auberge c'est une nuit à l'auberge. Non, une corde ça vous apporte une faveur en fait pour un jet d'escalade. Une nuit à l'auberge ça vous apporte une faveur pour pouvoir vous reposer et guérir. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Tout l'équipement sert. Alors oui, le jeu reste quand même assez dangereux, mais c'est un jeu où je trouve, comment dire, où tout d'un coup, toutes les créatures retrouvent une certaine saveur. euh, une saveur d'antan où cette fois-ci elles sont vraiment dangereuses, elles font vraiment peur, il faut vraiment se méfier. C'est vrai, on a tendance à comment dire, un peu banaliser les orques, les gobelins et même les dragons. Non, là, un dragon ça fait vraiment mal. Les orques, ils me font penser un peu à des Urukai grâce aux dégâts qu'ils infligent. Et les gobelins, il faut quand même se méfier. Donc c'est un jeu où il faut vraiment être en équipe, il faut être plusieurs face à un seul adversaire. Il faut savoir que quand vous tombez à 0 point de vie, c'est pas que vous allez mourir là tout de suite, non, il y a un PJ qui peut utiliser une action qui s'appelle le ralliement, et à ce moment-là, s'il réussit, à ce moment-là, votre PJ qui est à 0 point de vie, il va se relever avec courage malgré sa blessure qui saigne, il va serrer les dents et il va repartir au combat. Donc voilà, en fait, quand on lit, il y a plein de petits trucs qui sont vraiment bien et ça montre qu'en fait, voilà, il y a les réminiscences un peu du basic system qui était assez meurtrier et en fait, il y a plein de petits ajouts, de petits trucs de règles qui sont assez simples et qui vont en fait rééquilibrer un petit peu tout ça. Et je dois dire aussi qu'il y a quelque chose, et c'est là où j'ai envie de dire à qui ça s'adresse, je pense que c'est aussi un jeu très confortable pour les MJ. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Déjà, c'est aussi un jeu confortable pour les joueurs et les joueuses, c'est-à-dire qu'ils vont tout de suite comprendre comment ça marche. Et le MJ, lui, il n'a pas grand-chose à faire. Dès qu'il y a une créature, tout ce qu'il a à faire, en fait, c'est de lancer un dé pour voir quel type d'attaque cette créature va utiliser. Mais il n'a pas besoin forcément de faire de jet d'attaque. Il y a plein de choses comme ça, en fait, que je trouve assez confortables. Et ça me fait dire qu'en fait, ce jeu s'adresse à un certain public. C'est-à-dire que en gros, si vous êtes un vieux de la vieille qui adore être joueur, mais qui a toujours un petit peu du mal à se mettre derrière l'écran en tant que MJ, en fait, essayez Dragonbane, je pense que ce jeu est fait pour vous au niveau du confort. Pareil, si vous voulez initier des gens et vous ne voulez pas qu'ils soient submergés par des règles trop compliquées, Dragonbane, c'est vachement bien pour initier, mais c'est aussi très très bien pour jouer en campagne. Votre neveu, votre petite nièce veut tout d'un coup se mettre au jeu de rôle, je pense qu'il faut lui offrir Dragonbane. Et vous-même, si vous êtes un vieux de la vieille et que vous en avez marre en fait de Donjons et Dragons, de DD5 et de 13e âge, mais là je vous en voudrais, et vous êtes assez ouvert, Dragonbane, c'est vraiment bien. Après, je dois vous l'avouer, si vous êtes très content avec Donjons et Dragons, et je parle de Donjons et Dragons en général, si vous êtes très content avec Donjons et Dragons, que ce soit DD5 ou que ce soit un jeu OSR, quel qu'il soit, si vous êtes content avec Warhammer, avec l'anneau unique, ou avec 13e âge, ou avec n'importe quel autre jeu, pourquoi pas, jeu générique, et que vous jouez dans différents mondes médiéval fantastiques, si vous êtes content avec ces jeux, Dragonbane va pas forcément vous intéresser, parce que comme je vous disais, c'est un game design assez simple qui apporte pas forcément quelque chose de nouveau, à part un certain confort. En fait, si je voulais vraiment définir Dragonbane, je dirais qu'étrangement, et ça sera ma dernière comparaison avec DD5, parce qu'encore une fois, c'est pas DD5, je dirais que c'est Donjons et Dragons qui aurait été écrit par James Tornade.
Dans le sens où, moi, ce que j'aime bien chez James Tornad, et on en a souvent parlé dans le podcast anonyme, c'est que c'est quelqu'un qui adore Warhammer, qui adore Savage World, et qui s'est dit, mais je comprends pas pourquoi, en fait, avec une base aussi simple, il y a tant de petits trucs hyper compliqués. Et en fait, il a repris en fait Warhammer et Savage World, et il a fait Brigandine et Faces, et qui sont en fait des jeux hyper limpides. C'est hyper fluide, c'est vachement bien. Là, je trouve que c'est un peu la même chose, et c'est pour ça que ça fait que 110 pages. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas mal, parce que d'habitude, j'ai remarqué que quand un jeu était assez court, les éditeurs en fait se disaient oh là là, est-ce qu'on va vraiment en fait intéresser les gens vu que on a l'air beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus intelligent dès qu'on sort un bouquin de 300 pages. Non, là je suis content en fait, allez, on sort 112 pages et il y a vraiment besoin que de ça. Donc voilà, pour moi c'est une sorte de Donjons et Dragons en fait. Un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, à cause de ce côté middle fantasy, mais qui aurait été écrit par James Hornad. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je finirai aussi sur le côté, la dangerosité en fait, qu'on reproche un peu à ce jeu. Quand on voit sur différents forums, il y a pas mal de TPK, etc. Les gens ont l'impression que les personnages créés sont pas assez puissants. Alors ils essayent de tweaker un petit peu ça, de donner des règles, mais en fait ça déséquilibre un petit peu le jeu, ce genre de truc. Le seul conseil que je vous donnerai, c'est un truc que j'ai lu sur un forum. C'est un truc que j'ai trouvé très intelligent. C'est quelqu'un qui disait que une fois que la création de personnage est terminée, on peut donner une capacité héroïque en plus, gratuitement, en sachant qu'il y en a une qui est robuste ou robustesse, qui donne des petits points de vie en plus, ça vaut le coup, et faire en sorte que la compétence la plus élevée, on va la mettre à 15. Voilà, si elle est entre 12 et 14, vous la mettez directement à 15. S'il y en a une qui est déjà à 15, bah, en fait, vous ne touchez pas, vous la laissez à 15. Je pense que c'est bien d'avoir au moins une compétence qui est assez forte et dont on va souvent se servir. Je rajouterai un petit truc, mais ça c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je pense que, je repense à 13e âge, je pense que l'Escalation Dice, ça pourrait être pas mal en fait pour Dragonbite. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Pour rappel, si vous n'avez pas envie de voir la vidéo sur 13e âge, l'Escalation Dice c'est en fait un D6 qui, à partir du deuxième round de combat, apparaissait sur la table. Il était mis sur le premier chiffre, c'est-à-dire 1, et ce 1, c'était directement un bonus de plus 1 à votre jet d'attaque. Et donc, à partir du troisième round, bah, le dé changeait, devenait 2, et c'était un plus 2 à votre jet d'attaque, etc., jusqu'au maximum plus 6. Et en fait, dans 13e âge, ça donnait une sorte de courbe, comme ça, moi j'ai envie d'appeler ça une courbe de suspense. En gros, on s'en prenait plein la gueule, et au fur et à mesure que ce bonus arrivait, plus 3, plus 4, on commençait un petit peu à reprendre le dessus, en fait, sur les créatures qui nous opposaient. Je pense pour Dragonbane, ça pourrait peut-être marcher, il faudrait essayer, j'espère que ça ne va pas déséquilibrer le jeu. Et je me disais, les créatures, elles ont ce qu'on appelle un indice, qui est un indice de férocité, qui est sur 3, je crois. Et par exemple, un Manticore peut-être, ou un Minotaure, je pense que c'est une férocité de 2. Et en fait, cette férocité, vous pouvez l'utiliser avec l'Escalation Dice. En fait, ça va reculer l'arrivée de l'Escalation Dice. Donc si vous avez une férocité de 2, pendant les 2 premiers rounds, il n'y aura pas l'Escalation Dice. Par contre, il arrivera uniquement à partir du round 3. Voilà, pourquoi pas. Faut essayer. Vous me direz ce que vous en pensez, et puis essayez, puis voilà, vous me direz. Et d'ailleurs, à propos de me dire des choses, j'aimerais bien avoir vos avis, parce que c'est un jeu qui divise un petit peu par le fait que les jets sont pas faciles à faire, qu'il y a du TPK, qu'il faut être un petit peu prudent. Alors j'aimerais bien avoir votre avis pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui ont joué, parce que quand on voit sur les forums anglo-saxons, les gens sont divisés sur oui, il y a trop de morts, il y a trop de TPK, c'est pas facile, puis il y en a d'autres qui disent non, j'ai pas ce problème, etc. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, j'ai pas encore joué, mais je sais que j'ai envie de me lancer dedans, j'ai envie d'initier des gens, et surtout, j'ai envie d'acheter le bestiaire qui est quand même assez magnifique, et surtout, j'ai envie de découvrir le reste de la gamme. On va voir ce que Free League nous offre. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu, et il ne me reste plus qu'à vous dire bonne lecture et bon jeu.